Sur la magnifique plage de Lance-Figuier à Rivière-Pilote s'est installé Fun Nautique. Fun Nautique propose des activités nautiques pour tous. La bouée tractée pour les amateurs de sensations fortes, du blueway pour longer le littoral sans oublier le kayak pour remonter la Rivière-Pilote. Fun Nautique, infoline 06 96 32 05 00. Martinique Actualité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France, et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Nicaise Monrose. Nicaise Monrose est maire de la ville de Sainte-Luce et est également conseiller exécutif à la collectivité territoriale de Martinique. Monsieur Monrose, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va. Permettez-moi moi aussi de saluer l'ensemble de vos auditrices et auditeurs. En ce dernier jour du mois de janvier, je peux encore leur souhaiter la bonne année. Qu'est-ce que vous leur souhaitez plus exactement? Je nous souhaite collectivement de pouvoir avancer dans la collaboration collective, de pouvoir avancer dans l'action collective, parce que, évidemment, collectivement, on avance beaucoup. On va plus loin. Hein? On dit que seul on va plus vite, et collectivement, on va plus loin. Et c'est ce qui nous manque peut-être. Hein? Pas seulement en Martinique d'ailleurs, hein. C'est retrouver cet élan collectif et puis à chacun individuellement évidemment je souhaite la santé comme on dit traditionnellement chez nous et je souhaite de la réussite personnelle évidemment. Il y a un tas de peuples de par le monde qui ont su trouver cet élan collectif. Par exemple les Allemands, ils ont su trouver l'élan collectif avec Hitler, hein. Vous savez ça? Alors, donc l'élan collectif... C'était l'élan collectif de Hitler. Oui, hein, voilà. Donc l'élan collectif ne suffit pas. Mais il y a d'autres peuples qui ont trouvé de l'élan collectif positif. Oui. Pourquoi toujours se placer du côté négatif? Il faut peut-être que nous puissions voir le positif et tirer avantage et exemple du positif. C'est ce que je nous souhaite d'ailleurs. Je voulais que vous le précisiez. Oui. Un élan collectif positif. Tout à fait. Parce qu'on peut vraiment avoir un élan collectif qui ne va pas dans le bon sens. Vous avez raison. Et le bon sens de notre élan collectif aujourd'hui, c'est quoi? Le bon sens. Déjà, ce que je dis là, ça amène à interroger notre société, parce que peut-être que nous devrions le faire. On ne peut pas analyser les choses en s'excluant de notre vécu actuel. Vous savez, souvent, quand on parle de nous, quand nous parlons de nous-mêmes, on a tendance à parler du temps ancien. Parfois, c'est même pas de la vénération, on dit toujours « avant c'était mieux ». Non, avant c'était pas mieux. Si on a changé l'avant, c'est que c'était pas mieux. Comprenez? Donc, il serait intéressant qu'on s'intéresse sur ce que nous vivons actuellement. C'est un avis personnel. Hein. Je trouve qu'on fait souvent référence à l'avant, en temps longtemps. C'était bien, on était solidaires. Ce que me racontaient mes parents et mes grands-parents, c'était pas tout à fait vrai. Hein. La manière dont la société était organisée, c'était pas vraiment une société solidaire. Il y avait de la solidarité, certainement, dans la souffrance, oui, tout à fait. Mais notre société doit devenir solidaire. Et je crois que la solidarité, le fonctionnement collectif, ça doit être notre perspective. C'est pas quelque chose qu'on a perdu, c'est quelque chose qu'on doit construire. D'accord. Je reprends ma question. Oui. Bon, admettons qu'on soit solidaire. Oui. Nous avons réussi cet exploit d'être solidaires. Oui. Plus que par le passé. Mais pourquoi faire? Pour avancer, pour faire en sorte que chacun puisse se sentir au mieux. Il y a évidemment, si on dit qu'on est une société, sinon il faut que chacun ait son île. C'est pas le cas. Nous sommes sur une île, donc nous sommes 350 000 à peu près, dit-on. Donc forcément, nous sommes en interaction l'un avec l'autre.
Et ça veut dire que nous devons nous inscrire dans un objectif individuel, ce qui est tout à fait normal et légitime, et même souhaitable. Mais collectivement, on doit aussi se fixer des objectifs qui permettraient à chacun de rentrer dans ce mouvement collectif pour réussir individuellement. Mais c'est vrai que il n'est pas... Alors, tout ça, c'est un débat bien philosophique, mais c'est concret en quelque part. Est-ce que la société, c'est la somme des actions individuelles, ou bien est-ce que la société, c'est d'abord un objectif collectif? Et souvent, pour discuter de ça, on fait référence à la société des fourmis, voyez. Mais les fourmis se sacrifient. Je ne demande pas aux gens de se sacrifier. Elles se sacrifient les uns pour les autres. C'est une société très... D'ailleurs, il y a tout ce débat qu'on retrouve dans le monde actuellement, où certains des sociétés comme, je ne vais pas nommer, les Chinois, les Russes, etc., qui disent, bon, notre société qui est organisée de manière collective est plus efficace que la société occidentale, qui est plus individualiste. C'est un débat, mais c'est un vrai débat. C'est un débat très intéressant, d'ailleurs. Donc c'est un débat philosophique. Oui, c'est un débat philosophique, mais qui a une portée très pratique. Bien entendu. Oui. Mais excusez-moi, vous avez fait là, je vous admirais, en train de faire un exercice particulier de langue de bois. Ah bon, non, ma langue n'est pas en bois, elle est de chair. Donc pas en bois, de bois. Parce que vous êtes un homme politique. Et ce que je souhaite que vous me disiez, c'est votre projet politique. Ah ben, posez-moi les questions, je vais vous répondre. Vous m'avez posé une question philosophique, je réponds philosophiquement. Mais justement, par rapport à ce que vous dites, voilà une image qu'on colle à ceux qui font de la politique. Je ne dis pas hommes politiques, à ceux et celles qui font de la politique. Ils ont la langue de bois. Bon, ben écoutez, moi je ne sais pas ce que c'est la langue de bois. Je n'ai pas appris la langue de bois. Je parle français et créole. Vous la pratiquez naturellement. Voilà, mais c'est pas... non, pas du tout. C'est une manière, c'est dommage de pouvoir coller des étiquettes comme ça à ceux qui font de la politique. Vous savez, la communication politique a ses codes. Certainement. Que parfois, moi-même, je ne respecte pas, puisque... Vous venez, attendez, vous me dites que nous voulons être solidaires. Bon, même solidaire pour vous faire quoi? Comme vous êtes un homme politique, vous devez avoir un projet politique. Je vais vous le dire, mais vous ne m'avez pas posé la question. Voilà. J'attends vos questions. Allez-y. Non, posez-moi les questions. Alors, quel est votre projet politique? Parce que vous êtes à deux niveaux, au niveau municipal et au niveau de la Martinique entière, puisque vous êtes conseiller exécutif. Tout à fait. Bon, donc vous êtes un personnage important, que vous avez une vision politique. Bon, important, non. Je suis un des acteurs de la Martinique. Pourquoi vous n'êtes pas important? Non, l'importance, ça veut dire... Parce que je me situe réellement dans cette perspective politique. Vous voyez, c'est déjà une différence. Vous vous étonnez que je vous dise que je ne sois pas important. Je ne suis pas important. Et on va commencer par Sainte-Luce. Pour bien vous expliquer pourquoi le fait d'utiliser le mot important, je ne le reprends pas à mon compte. Je suis, et je le dis, je le pense, à Sainte-Luce, celui qui, parmi les 10 000 habitants, a été désigné par les autres pour assurer la mission de maire. C'est tout ce que je suis. Pendant un certain temps en plus, que le peuple décide, que plus précisément, que décident les électeurs. Donc je ne suis pas important. J'assume une mission importante pour la commune. Mais moi, ma personne n'est pas plus importante que ça. Vous voyez la différence? Non. Non, ben, venez habiter Sainte-Luce, vous allez comprendre. La mission que j'assure, comme la mission qu'assure l'enseignant, la force de police, le marin-pêcheur qui ramène du poisson, enfin, quel que soit. Cette mission-là est importante. Et c'est une mission d'intérêt public. Donc, elle est importante du point de vue de l'intérêt public. Je suis maire, donc je suis chargé de gérer les affaires communales, les affaires communales, qui intéressent l'intérêt commun de la population lucéenne. Eh bien, j'assume cette mission en m'appuyant sur des textes, et puis en y mettant mon cœur, et j'espère ma clairvoyance. Avec le conseil municipal, nous proposons des orientations qui ont pour objectif
de faire en sorte que nous puissions rendre à cette population ce qu'elle attend du fonctionnement d'une commune. Par exemple, nous occuper de la vie quotidienne des gens, par des choses simples, hein, l'entretien des routes, l'entretien de la commune, faire en sorte que nous puissions accueillir correctement les enfants dans les écoles, parce que les enfants, c'est important pour l'avenir, c'est important pour les parents au quotidien. Mais c'est important pour l'avenir de la société, on y revient. Et on a des choses simples à faire, mais c'est tellement important. Quand je dis simple, c'est pas toujours facile. C'est important dans la vie des gens. Et les gens nous désignent pour pouvoir nous occuper de ces affaires communales. Et à Sainte-Luce, nous nous occupons des affaires communales. Et ça n'a pas une importance plus que ça. C'est pas parce que, je sais, avant, on disait plein de choses. Le maire, il met son ceinturon, il est le premier magistrat. Voilà. On n'est pas un premier magistrat, ça n'existe pas. On exerce une magistrature, mais on n'est pas le premier magistrat, hein, puisque nous travaillons en fonction de règles de droit et de principes définis par la règle de droit que nous devons respecter. Nous sommes les premiers à devoir les respecter. Donc, nous ne décidons pas par nous-mêmes en fonction de ce que nous voudrions. Nous sommes bien obligés si je dois délivrer un permis de construire, je suis obligé de respecter le droit de l'urbanisme. Je ne peux pas dire que M. Larouché, je ne l'aime pas et qu'il n'aura pas un permis de construire. Si M. Larouché respecte les règles du droit de l'urbanisme, je suis tenu de lui délivrer le permis de construire. Mais si un tel il présente un permis de construire, il ne respecte pas les réglementations qui encadrent la délivrance d'un permis de construire, je suis tenu de ne pas lui délivrer. Vous voyez? Donc je ne suis pas plus important que ça, dans la mesure où ma mission en tant que maire est encadrée, et je dois aussi encadrer par la réglementation, mais encadrer aussi par l'intérêt public. Par exemple, je ne vais pas me mettre à dépenser l'argent des impôts des gens et puis le lendemain venir leur dire bon écoutez, il n'y a plus, il faut augmenter. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous gérons l'argent des gens, je ne vais pas dire un bon père de famille parce que c'est encore une autre affirmation connotée, n'est-ce pas? Bon père de famille. Ce n'est pas cela, c'est que nous gérons en conscience. Et notre objectif, c'est de réaliser le maximum que nous pouvons en respectant l'impôt des gens. Je prends cet exemple-là, parce que l'impôt des gens, c'est quoi? C'est l'argent que les gens gagnent en allant travailler, ils nous confient une partie. Il faut respecter ça, parce qu'ils se réveillent tous les matins pour aller travailler. Donc, nous ne devons pas dépenser de manière inconsidérée, et ce que nous faisons à Sainte-Luce, c'est pour ça que nous avons une commune qui est quand même reconnue comme une des communes correctement gérée en Martinique. On a l'habitude de dire ouais, toutes les communes, c'est pas vrai, hein, la commune de Sainte-Luce n'est pas mal gérée, que les communes ne payent pas, non, c'est pas vrai, nous payons à 15 jours nos fournisseurs. Donc les autres, je ne sais pas, je ne gère pas les autres communes, même la commune que je gère est financièrement non seulement équilibrée, mais positivement active. C'est combien d'habitants Sainte-Luce? Un peu moins de 10 000 maintenant. Comme 9 000, recensement 9 600, 9 000, ça varie. Vous perdez ou vous gagnez? On a perdu un peu, comme la Martinique en général. Vous avez perdu un peu. Quel est le budget de la commune? Nous avons un budget de fonctionnement de 12 millions d'euros, un budget en investissement de 7 millions d'euros. 7 millions d'euros. Et vous avez quel endettement? Est-ce que vous êtes endetté? Très bas. Non, nous avons une capacité d'endettement. Nous sommes endettés. On va parler ratio, ça, c'est technique. Notre ratio d'endettement est à 1,6. Ça veut dire que en une année et demie, nous payons toutes les dettes si on devait le faire. L'objectif, c'est-à-dire qu'à partir de 8, on commence à vous dire qu'il faut faire attention. Et à partir de 14, on vous dit que vous êtes en difficulté. Donc on en est très loin. Donc ça veut dire que Sainte-Luce a une capacité d'endettement. Nous venons de contracter un prêt pour réaliser une opération que nous souhaitons pour acheter un terrain pour une opération que nous souhaitons dans un quartier. On n'a pas eu de problème hein, pour convaincre le banquier. Il regarde les données, les résultats financiers de la commune de Sainte-Luce, il nous prête tout de suite. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais nous ne sommes pas surendettés. Et la capacité d'emprunt qui est la nôtre, nous la gardons pour pouvoir réaliser des opérations fondamentales pour la commune. Notamment, il y aura des écoles à reconstruire, ce genre de choses. Nous n'allons pas nous endetter pour nous endetter. Nous allons nous endetter pour équiper la commune en équipement fondamental pour les habitants de Sainte-Luce. Ok.
vous venez de vous réjouir de là, en réalité, de gérer la commune de Sainte-Luce. Oui, mais il y a de quoi me réjouir, hein, parce qu'on n'est pas mal positionné. C'est pas des fleurs qu'on se lance, mais c'est reconnu. Hein. Vous m'avez interrompu parce que vous avez peur du mot. Vous venez de décrire quelqu'un qui gère sa commune en bon père de famille. Vous vous extasiez vous-même sur votre commune en disant on n'est pas endetté du tout. Vous vous rendez compte? On peut aller jusqu'à je ne sais pas combien de trucs, mais on a un 6 seulement. Oui. On n'est pas du tout endetté. Oui. Eh bien, c'est un bon père de famille. Vous faites comme un bon père de famille. On peut penser qu'une commune, au contraire, très dynamique, soit beaucoup plus endettée parce qu'elle fait beaucoup plus de choses. D'ailleurs, vous confirmez. Vous êtes un bon père de famille. Oh non, pas du tout. Ce que vous voulez faire, c'est de machiner les écoles, d'améliorer le présent. Est-ce qu'il y a des investissements, des projections dans l'avenir? Je vais vous répondre, mais vraiment, on n'a pas besoin. Je suis désolé. Là, vous parlez peut-être en entrepreneur privé qui travaille avec l'argent des autres. Mais l'argent des autres chez moi, c'est l'argent des impôts des autres. D'accord? Bon, nous gérons ce que nous avons et nous réalisons beaucoup d'investissements à Sainte-Luce. D'accord? Chacun le voit, chacun le sait. Nous avons un programme d'investissement à développer. Nous sommes en train d'achever le programme d'investissement qui était en cours là. Nous allons entamer un nouveau programme d'investissement. Au total, ici, c'est pratiquement 20 millions d'euros. D'accord? Que nous allons engager. Dans quel secteur? Dans tous les secteurs, les écoles, l'aménagement du bord de mer, le réaménagement de la plage de Corps-de-Garde. Nous travaillons sur Trois-Rivières. Nous sommes engagés auprès de la population de Trois-Rivières pour que ce quartier aussi bénéficie d'infrastructures. Nous achevons un port de pêche. Hein? Nous travaillons sur la maison pour tous. Nous sommes en train en cours, enfin, vous parlez de gestion, vous savez, mais nous sommes en train de travailler sur le stade d'honneur pour plus d'1 million d'euros, mais il y a une autre manière aussi de faire. C'est pas forcément de s'endetter de manière outrageuse, mais c'est aussi... Notre manière de faire, c'est quoi? Nous savons faire ce qu'il faut pour aller décocher les fonds publics. Les subventions. Les subventions, oui, qui sont là, qui sont ouvertes. Et nous gérons, nous programmons nos investissements. Hein, vous voyez, nous programmons. On n'attend pas la veille des élections pour tout faire. On programme et on organise les choses. Et contrairement à ce que vous dites, oui, une commune, pour être dynamique, n'a pas besoin de s'endetter de manière exagérée. Ça, c'est une mauvaise manière de voir les choses, à mon avis, hein, puisque nous sommes tous en train de payer les dettes de l'État. Hein, d'accord? Je parle de l'État. Hein, et dans certaines communes, les habitants payent les dettes de la commune. OK. Mais à Sainte-Luce, nous tenons à faire en sorte que les équipements se réalisent sans que nous ayons à pressurer plus que ça la population du point de vue des impôts. Il y a des projets tels que le cheminement piéton le long les Luciens vont comprendre, le long du littoral. Ça, c'est une route départementale et nous sommes en train de travailler avec la CTM pour que ce projet qui a été évoqué depuis 30 ans déjà soit réalisé. Vous comprenez? Donc, la capacité d'endettement qui est la nôtre, je viens de vous dire que nous venons d'acheter un terrain à pratiquement 700 000 euros. Nous avons pu le faire parce que nous avions une possibilité de le faire. Hein? Donc, nous gardons notre capacité d'endettement pour positiver non pas pour garder, pour thésauriser le bon père de famille qui s'assoit sur... Je vous ai dit que je ne reprenais pas cette terminologie-là, hein, bon père de famille, qui s'assoit sur la caisse, c'est pas ça. C'est que nous gérons, et vous allez dire ce que vous voulez, nous allons continuer à gérer l'argent des gens, les gens qui se réveillent tous les matins et qui nous donnent leur argent. D'accord. Vous allez voir votre banquier, vous travaillez avec l'argent des privés, mais nous, non. On travaille avec l'argent des gens qui se réveillent tous les matins pour aller travailler. Je ne réponds pas à la provocation. Non, mais attendez. Mais pas là pour ça. Pas du tout. Je ne vous provoque pas non plus. Mais si, ça fait 2 fois que vous dites que je travaille avec l'argent des gens, etc. Oui, non, mais vous avez votre perception de la gestion communale et moi j'ai la mienne. La mienne, tous les 6 ans, je suis jugé par la population sur la mienne. Non, c'est pas, je n'ai jamais fait de... J'ai pas de... Voilà. Non, je vous pose des questions. Bien sûr. Il y a 2 façons de gérer. Ou bien on gère en s'endettant, en faisant beaucoup de choses, ou bien on gère... Alors, je ne vais pas dire un bon père de famille, on va dire prudemment, ça vous va? En conscience.
En conscience. En conscience. D'accord. Non, mais vous savez, l'État... Je peux m'endetter en conscience, hein, je veux dire. Oui, non, mais tout à fait. On gère en conscience. Je n'ai pas dit que en gérant en conscience, il y a l'endettement. En conscience. Oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord. Oui, mais... L'État seul l'État peut le faire d'ailleurs, s'endetter de manière exagérée. Hein. Nous, on ne peut pas présenter un budget communal en déséquilibre, vous savez ça? On n'a pas le droit, d'accord? Il faut que ça soit équilibré. L'État peut s'endetter, l'État peut dépenser ce qu'il n'a pas, mais à un moment donné, la note est toujours payée par les contribuables. Puisqu'il faut bien que quelqu'un paye à un moment donné, soit cette génération-là ou les générations suivantes. Bon, mais nous ne gérons pas en bon père de famille, nous ne gérons pas non plus, nous gérons en conscience. Nous avons une certaine conscience de l'utilisation que nous pouvons faire, que nous devons faire, que nous nous autorisons à faire avec l'argent public. Je vous rappelle, en la Colombie, il n'y a pas ni un pied là, je vais voir soucrer. D'accord? À part maire, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous avez une profession? Absolument. Qu'est-ce que vous faites? Je ne fais pas profession de maire. Hein. Je dirige la Chambre d'agriculture jusqu'à maintenant, oui. Vous êtes quoi, la Chambre d'agriculture? Je suis le directeur, oui. Vous êtes le directeur. Vous êtes un fonctionnaire, en fait? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas fonctionnaires à la Chambre d'agriculture. Voilà une perception fausse. Nous ne sommes pas fonctionnaires. C'est un établissement public sous tutelle de l'État, mais ses salariés ne sont pas fonctionnaires. D'accord. Ça fonctionne à peu près pareil, quoi. Avec les mêmes règles de la comptabilité publique, oui. D'accord, c'est ce que je voulais... Tout à fait. Non, mais parce que de peu vous parlez comme un fonctionnaire. Donc je voulais m'assurer que vous l'étiez quelque part. Non, bon, mais vous dites ça comme si les fonctionnaires sont les derniers de la classe. Mais non, j'ai pas... vous parlez comme un fonctionnaire. Mais non. Non, vous savez... Je dois avoir la même attitude que vous en tant que chef d'entreprise par rapport à la gestion financière de l'établissement dont j'assume la responsabilité. C'est tout. Non, mais j'ai bien compris ça. Alors, quelles sont quand même... Vous avez une baie. Vous avez une baie ou vous n'avez pas de baie? Oui. À Sainte-Luce. Oui. Elle est vaste, elle est petite, elle est comment? Nous avons quand même 11 km de côte, oui. Mais la baie, on dit baie pour le beau. Bon, voilà, c'est pas... Est-ce que votre côté... On a un littoral, oui. Un littoral. Est-ce que ce littoral protégé, je veux dire, est-ce qu'il peut accueillir ce littoral une marina, selon vous? Indépendamment du choix politique de l'accueillir ou pas. Oui. Mais physiquement, est-ce qu'elle peut accueillir? Nous aurions bien aimé. Mais nous n'avons pas. Oui, nous aurions bien aimé, puisque nous sommes sous la côte, sous le vent, ça peut être un avantage, notamment il y a des trous à cyclones, etc. Mais il n'y a pas de site à Sainte-Luce pouvant accueillir convenablement une marina. Sauf à faire ce qui n'est plus autorisé, à fouiller. C'est plus autorisable, ça, hein, du point de vue de la protection de l'environnement et du droit de l'urbanisme. Mais nous aurions bien aimé pouvoir, héberger une marina, avoir des bateaux, parce que c'est une activité importante pour l'île. Qui crée des emplois, qui crée des activités, dans le tourisme, etc., mais pas seulement d'ailleurs. Mais nous n'avons pas de site véritablement approprié. En dehors de la mangrove, peut-être à Trois-Rivières, là, c'est en face de Céron, c'est un peu complexe. Hein, c'est pas qu'est-ce que vous avez comme atout sur le plan touristique? Sainte-Luce a développé un tourisme un peu particulier. C'est d'abord les Martiniquais qui font vivre le tourisme à Sainte-Luce. On a des hôtels, c'est vrai. On a beaucoup de logements chez l'habitant. On a beaucoup d'hébergements touristiques. C'est-à-dire que les habitants eux-mêmes ont développé... ils tirent profit de cette activité. Et nous sommes soit la première ou la deuxième commune en termes de logements chez l'habitant, soit la première ou la deuxième en tant que nombre de chambres d'hôtels. Parce que nous avons de grands hôtels, mais nous avons beaucoup d'hébergements chez l'habitant. Et nous avons, au fil du temps, développé un tourisme qui est... depuis, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pratiquement depuis toujours, un tourisme qui est basé sur l'accueil des habitants eux-mêmes, des touristes qui sont pour beaucoup des Martiniquais. Quand on va à Sainte-Luce, il y a beaucoup de touristes qui viennent de l'extérieur, c'est vrai, mais nos restaurants sont beaucoup fréquentés par des Martiniquais eux-mêmes. Et les hôtels à Sainte-Luce sont beaucoup fréquentés par des Martiniquais eux-mêmes. Donc nous avons un tourisme qui n'est pas un tourisme qui dépend uniquement des arrivées de l'extérieur. C'est un tourisme qui est basé sur la présence de notre commune des Martiniquais, parce que la commune a toujours, étant enfant, je me rappelle, hein, les familles qui venaient
en vacances pendant 2 mois, déménageaient de leur commune de l'intérieur ou du nord pour venir passer 2 mois de vacances au bord de la mer, donc à Sainte-Luce. Donc c'est pas un mouvement nouveau, c'est un mouvement qui s'est poursuivi, qui s'est actualisé, qui s'est mis au goût du jour, mais c'est notre forme de tourisme qui fait travailler pas mal de lycéens d'ailleurs. Il y a combien d'hôtels à Sainte-Luce? Les grands hôtels, il y en a 2, de grands hôtels, je ne vais pas les nommer pour pas faire de la pub. Oui, au contraire. Ah bon, d'accord. On a l'hôtel Améris et Caribia, et puis il y a Pierre Vacances. D'accord. Des grands hôtels. Mais il y a la moyenne hôtellerie. Comment? Combien d'étoiles, ces 2 hôtels? Oh, des hôtels 3 étoiles. Il y a de la moyenne hôtellerie, dont sont propriétaires des lycéens eux-mêmes. Il y a de la moyenne hôtellerie, et puis il y a beaucoup d'hébergements chez l'habitant. D'accord. Bon, je vais encore vous faire de la peine, mais vous ne créez aucune richesse, quoi. Parce que c'est de l'économie circulaire, c'est l'argent martiniquais qui reste en Martinique qui tourne. Vous ne faites pas venir de l'argent d'ailleurs. Et pourquoi pensez-vous que créer de la richesse, c'est forcément faire venir de l'argent d'ailleurs? L'argent du Martiniquais, s'il le dépense en Martinique, c'est de la création de richesse, plutôt qu'il aille justement à l'extérieur pour le dépenser. Je disais faire venir des gens de l'extérieur, oui, mais c'est une création de richesse. Oui, tout à fait. On prend de l'argent chez eux, on emmène ici. Oui, mais faire en sorte que le Martiniquais dépense son argent en Martinique, c'est aussi... pas en croisière, quoi. Par exemple, enfin, il peut aller en croisière, mais faire en sorte qu'il dépense son argent chez lui, c'est aussi de la création de richesse. C'est même beaucoup plus sécure. Bon, donc, on n'a pas une vision de l'économie qui dit qu'il faut que tout vienne de l'extérieur, c'est pas vrai. L'euro qu'on a, quand on le fait tourner en Martinique, ça génère 1, 2, 3, 4 euros derrière. C'est ça la richesse, c'est la valeur ajoutée d'ailleurs. Ça s'appelle. Le premier argent qu'on gagne, c'est celui qu'on ne dépense pas. On voit pas. Ok. Non, l'argent pour l'économie, il faut dépenser son argent et c'est ça qui génère de la richesse. Non, mais nous, si on garde notre argent au lieu d'aller le dépenser ailleurs, ça participe à en Martinique, richesse. Ah oui, bien sûr, absolument. Là, totalement d'accord. Bien. C'est bon pour Sainte-Luce, vous avez expliqué ce que vous vouliez? C'est vous qui décidez. Alors, une dernière question. Qu'est-ce que vous comptez faire comme aménagement? Parce que l'autre jour, je suis allé me baigner à Sainte-Luce. Ça va vous faire de la peine, mais j'étais avec ma femme qui a été mordue par des méduses. C'est très grave, cette histoire. Attendez, mais vous allez à la mer, parfois il y a des méduses. Oui, il faut simplement apprendre à faire attention aux méduses. Alors, vous voudriez pouvoir aller à la mer et puis on dégage la mer de tout. Méduses, non, je dégage la mer de rien, je veux dire. J'ai bien vu que voilà, la plage n'était pas aménagée pour recevoir quelque part des touristes, les avertir. Alors, ça dépend, oui. Non, mais attendez, on a une plage, il faut qu'on soit d'accord sur cette affaire d'aménagement de plage. La plage, c'est d'abord une richesse naturelle, on est d'accord? Oui. Alors, il y a une plage qui est aménagée, particulièrement c'est celle de Corps-de-Garde. Et nous allons reprendre dans le programme d'investissement futur, sans augmenter les impôts des gens, nous allons reprendre l'aménagement de cette plage pour l'actualiser un peu, pour la réhabiliter. Bon, la plage de Corps-de-Garde. Mais nous tenons, là. Oui, tout à fait. Plage famille et handicap, c'est le projet, famille et handicap. Mais les autres plages, nous tenons à les maintenir à l'état naturel. Et ça aussi, ça participe à l'attractivité de notre commune. Il faut pour pouvoir aller à la plage sans qu'il y ait autour des aménagements, des restaurants. On a envie parfois. Il y a des gens qui ont besoin d'aller sur une plage où il y a des équipements, et puis il y a des gens qui ont besoin d'aller à la plage et puis d'avoir le sentiment d'être en pleine nature. Et ça, nous devons garder des plages dans l'état nature. Il faut les deux. Est-ce que vous êtes considéré en Martinique comme une commune riche? Il y a des communes qui ont la réputation d'être riches et d'autres communes qui ont la réputation d'être plutôt pauvres. Vous, c'est quoi? Alors, la commune, ce sont les habitants qui peuvent être riches. On a un niveau de recettes fiscales qui n'est pas plus élevé que d'autres. Il est dans la moyenne? Oui, tout à fait. Au-dessus de la moyenne? On a la recette fiscale que nous avons est plutôt en dessous de la moyenne. En dessous? Oui, tout à fait. Les taux d'impôt à Sainte-Luce sont dans le dernier quart de Martinique. D'accord. D'accord, vous allez me dire, oui, justement, ça ne vous permet pas d'investir, c'est faux. Parce qu'on peut avoir des taux d'impôt élevés, une recette fiscale élevée, et puis placer cet argent non pas dans l'investissement, mais dans le fonctionnement. Non, j'ai demandé ça, c'est pour avoir une idée du niveau de vie
des gens qui habitent à Saint-Luc. Le niveau de vie des lycéens est au-dessus de la moyenne, oui, c'est vrai. Au-dessus de la moyenne. Oui. Et pourquoi ils payent moins d'impôts alors? Parce que leur ville est bien gérée. Voilà, parce que leur ville est bien gérée. Bien. Je m'attendais, quand je vous ai parlé de projets, que vous me parliez quand même de ce qui agite aujourd'hui le monde politique martiniquais, c'est quand même ce dialogue entre la CTM, dont vous faites partie, et le gouvernement sur une éventuelle évolution institutionnelle. Tout à fait. Et vous ne m'en avez pas dit un mot. Vous ne m'avez pas posé la question. Mais vous auriez dû le dire spontanément, parce que qu'est-ce qui vous préoccupe au départ? Okay. Donc ça ne vous préoccupe pas beaucoup. Mais absolument, Ça vous préoccupe. absolument. Je vous suis, hein, vous savez. Vous parlez du projet de la CTM, L'évolution institutionnelle. d'évolution, Dans le plus congrès précisément des le maires. congrès. Il ne faut pas réduire le congrès à l'évolution institutionnelle d'ailleurs. Dans le congrès, il n'y a pas seulement ce qui pourrait être envisagé en termes d'évolution institutionnelle. Il y a aussi, et même ça, c'est pas trop bien entendu, peut-être que nous ne le disons pas assez, il y a aussi pointer du doigt les éléments réglementaires qu'il faudrait déverrouiller pour améliorer la possibilité des institutions locales d'être au service de la population locale, avant même de parler évolution institutionnelle. Il y a aussi l'évolution institutionnelle, mais il y a les deux. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris parce que Voilà. justement, évolution institutionnelle, on parle de statut là. Oui, Bon, dans le Congrès, il n'y a pas que ça. oui. Il y a aussi travailler concrètement. On parle, par exemple, pour être concret, pour essayer de vous faire bien comprendre ce que je souhaite dire. Prenons la réglementation sur l'urbanisme. Oui. Nous sommes en Martinique. Bon, je vais prendre par exemple la réglementation qui concerne la loi littorale, qui vous dit que vous ne pouvez pas délivrer de permis de construire pratiquement en dehors des zones centres de Martinique. La loi littorale, nous sommes sur une île, donc quand on regarde bien, c'est une loi qui a été faite pour la France. C'est un continent. Donc ici, d'un bout à l'autre de la Martinique, vous avez 30 km maximum. Donc la loi littorale fait se rejoindre pratiquement la limite. Donc on a du mal avec ça. On a du mal avec ça. Quand on prend la réglementation sur les zones, le code forestier, qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir, même si vous avez un terrain constructible, il faut que vous ayez l'autorisation de défricher par l'ONF, par l'État, quoi, si vous voulez. Et il y a pas mal de situations incongrues qu'on note concrètement sur le terrain. On est en zone tropicale, il suffit qu'un terrain ne soit pas utilisé pendant 4-5 ans, c'est déjà une fois, hein. Vous comprenez? On nous dit même que quand il y a de l'herbe dessus, c'est considéré comme étant boisé. Donc vous voyez, il y a tout ça. Je n'ai pas dit qu'il faut déboiser toute la Martinique. Hein. Vous ne dites pas ce que je vous connais, vous allez me faire dire ce que je n'ai pas voulu dire. Je dis tout simplement. Vous m'insultez, je vous connais, vous allez me faire dire. Enfin, c'est pas grave. Non, mais c'est simplement que je vous suis. Je vous apprécie beaucoup comme journaliste, M. Laouché. Et je dis que non, mais vous connaissez, vous faites en sorte que nous puissions sortir dire vraiment ce que nous avons dans les tripes. Et là, le Congrès, c'est pas seulement. On a réduit ça à l'évolution institutionnelle. Si justement nous obtenons cette évolution institutionnelle, oui, on va le faire court. Oui. Nous ne pourrons pas régler ces problèmes dont vous venez de parler. Tout dépend de ce que vous allez obtenir comme évolution institutionnelle. C'est ça. Si vous obtenez la possibilité de légiférer sur tout, mais personnellement, je n'y crois pas. On est dans l'indépendance. On est comment? On serait dans l'indépendance. Exactement. On peut légiférer sur. Exactement. Mais je ne crois pas que le Parlement français va tout lâcher. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais avant que ça arrive, essayons de trouver des solutions pour que nous puissions correspondre aux attentes des gens. Et ça, on n'a pas forcément besoin, sur certains points, d'une évolution institutionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Par exemple, pour le transport, pour qu'il y ait une organisation unique de transport, il a bien fallu passer par une habilitation, etc., 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 puisque la loi française dit que le transport, c'est de la compétence des communes, des intercommunalités, et voilà. Donc,
il y a des points, et c'est très important pour les gens, pour la vie quotidienne des gens, sur lesquels on travaille au niveau du Congrès pour pouvoir les solutionner. Et puis il y a des éléments qui amènent à demander une évolution institutionnelle ou organique, enfin comme vous voulez, pour pouvoir trouver des solutions correspondant à... Parce que l'objectif du Congrès, c'est pas l'évolution institutionnelle en soi, c'est d'apporter les réponses. Nous sommes politiques, parfois la population, très justement, nous critique beaucoup. Ouais, il n'y a pas fait ci, il n'y a pas fait ça, il n'y a pas arrivé. C'est vrai, parfois on a envie de faire. Justement. Non, mais les gens ont besoin dans leur vie quotidienne, mais c'est normal. Pour eux, par exemple, un maire doit tout faire. La CTM doit tout régler. Mais il y a des éléments que nous n'avons pas en possession pour pouvoir régler les problèmes. Et c'est d'abord ça le Congrès. Essayer de vérifier, de recenser, d'évaluer, d'argumenter sur les éléments qui ne sont pas dans notre niveau de compétence et qui pourraient être ramenés à notre niveau sans pour cela sortir du cadre institutionnel dans lequel nous sommes. Il y a des évolutions possibles. Et ça ne concerne pas que la Martinique. Toutes les régions de France sont dans la même démarche. La France est un pays centralisé et on voit bien que cette centralisation arrive au bout du bout, quoi. Hein. Tout le monde est essoufflé, pas seulement nous. Ça se vérifie particulièrement pour nous parce que nous sommes loin, nous sommes dans une configuration géographique différente, nous n'avons pas les mêmes critères, les mêmes conditions, nous n'évoluons pas dans le même contexte géographique. Ok, très bien, mais ça existe en France aussi. Hein. Les régions, on a des contacts évidemment avec les régions de France. Elles sont sur la même démarche. Et le résultat ne doit pas être le même, puisqu'il faut de la différenciation en fonction de la différenciation concrète d'ailleurs. Il faut des réponses différenciées parce que la France a toujours cru que tout le monde était pareil, du nord au sud, de la métropole comme on dit, à l'outre-mer comme on dit. Mais non, c'est pas vrai. On est en train de se rendre compte que c'est pas possible. L'État n'arrive plus d'ailleurs à gérer tout ça. Donc l'État aussi est intéressé par lâcher du lest un peu, parce que l'État lui-même, il est coincé dans cette manière centralisée de fonctionner. L'État est coincé parfois. Hein. Donc, il y a actuellement une nécessité de l'ensemble des acteurs publics, qu'ils soient locaux ou nationaux, de faire évoluer tout ça. Et ça, la manière de faire dans notre organisation institutionnelle, c'est le Congrès. Donc il y a un congrès pour travailler sur tout ça, pour réfléchir à tout ça. C'est pas le président de la CTM qui tout seul va décider, enfin le président du conseil exécutif qui tout seul va décider. Il y a un congrès qui réunit l'ensemble des élus de Martinique. Alors il y a des débats, il y a des pour, il y a des contre. Mais ce que je voudrais, de la manière dont je comprends ça moi, c'est ce que je transmets à vos auditeurs et auditrices, à vos téléspectateurs et téléspectatrices, excusez-moi, c'est que le Congrès ne se limite pas à une question statutaire. Ce n'est pas ça. C'est débloquer des situations. Il ne s'agit pas d'aller négocier une autonomie à 100%, 50%, 80%. Non. C'est partir, et ce travail a déjà été fait, recenser les points sur lesquels on devra obtenir une évolution en termes de responsabilisation, de décision, de pouvoir de décision locale, pour permettre d'avancer et d'apporter une réponse plus adaptée, plus efficace aux attentes des gens. Les résultats du Congrès sont connus quand? Les propositions, les préconisations du Congrès. Il y a eu déjà l'étape concernant le recensement des problématiques. Cette étape a été franchie déjà, puisqu'il y a eu un congrès pour valider une réunion plénière du Congrès qui a validé ces constats. C'est pas seulement, mais maintenant il s'agit d'aller au-delà des constats. C'est la méthodologie décidée. C'était qu'il y avait une première phase de constat en relation avec les acteurs, avec que ce soit les entreprises, les associations, tous les acteurs de Martinique ont été consultés, ont été entendus. Et tout cela a donné un constat qu'on connaissait déjà, quelque part, pour beaucoup de points. Et l'étape suivante,
c'est de mettre des mesures qui viendront pouvoir venir en réponse aux constats, aux difficultés recensées par les entreprises, par la population, par les associations, etc. Donc nous aurons bientôt, en sachant que, comme je le disais, la France elle-même est dans cette démarche. Bon, actuellement, le débat, c'est la retraite, etc. Mais il y a d'autres débats en France. Il y a ce débat non pas de la déconcentration, c'est-à-dire pas seulement déconcentrer Paris et donner le pouvoir aux fonctionnaires qui représentent l'État au niveau des régions, et en l'occurrence au niveau de la Martinique, mais vraiment faire confiance. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas, nous, gérer un peu avec plus de possibilités les affaires de la Martinique, ne serait-ce que pour le compte de l'État français? Pourquoi? Je suis tellement surpris. Oui, par quoi? Dites-moi. C'est vrai, je veux dire, je pensais que le Congrès, c'est donc une structure politique qui va demander une évolution institutionnelle. Je comprenais que c'était ça. Il n'y a pas que ça. Non, mais c'est pas qu'il n'y a pas que ça, c'est comme vous me dites, c'est pas ça du tout. Non. Vous êtes en train d'expliquer que vous êtes en train de travailler à avoir plus d'habilitation. La façon dont vous avez expliqué ça, c'est ça. On n'a pas assez d'habilitation, il nous en faut davantage. Je n'avais pas compris ça du tout. Je n'ai pas utilisé le mot habilitation. Non, parce que vous êtes habile. Mais vous avez décrit plus d'habilitation. Je vais vous dire, l'habilitation, c'est déjà possible. C'est dans les textes. Oui. Mais pour obtenir une habilitation, vous savez la difficulté qu'il y a, oui. Les procédures qu'il faut, il faudrait peut-être passer à autre chose que l'habilitation. Ensuite, je n'ai pas dit que le Congrès ne discute pas d'évolution institutionnelle. J'ai dit qu'il n'y a pas que ça. Et pour ma part, du point de vue personnel, il y a l'évolution institutionnelle, mais il y a à trouver réponse de manière réglementaire, de permettre à nous, maires, CTIM, peu importe. De manière réglementaire, ça veut dire quoi? Que vous faites le règlement? Et pourquoi pas? Non, il s'agit, mais pour pouvoir, mais oui, pourquoi faire pas? un règlement, c'est pratiquement faire une loi, hein? Oui. C'est presque ça. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut aller au-delà de l'habilitation. Mais il faut, je l'ai dit tout à l'heure, le Parlement français, même si le gouvernement le voulait, le Parlement français va pas lâcher tout son pouvoir. Bon, c'est bien. Bon. Mais il y a des points sur lesquels nous pouvons avancer. Je ne vais pas les décliner ici parce que c'est pas ça mon rôle, mais c'est ça l'esprit et si vous avez retenu que c'est institutionnel, c'est peut-être de notre part, nous élus martiniquais, on n'a pas su vous expliquer à la population que ce n'est pas qu'institutionnel. Ce n'est pas qu'un sujet institutionnel. Il y a je vais prendre un élément très concret. Par exemple, je suis maire. Je suis maire d'une commune qui est, entre guillemets, en retard, mais bon, ce n'est pas vraiment le cas, dans le volume de logements sociaux. Nous sommes en retard à Sainte-Luce parce qu'il y a tellement de construction de logements individuels que plus on construit de logements individuels, plus le taux, même si on en construit aussi, mais ça va plus vite en logement individuel qu'en logements sociaux. Donc, il y a un retard. Donc, qu'est-ce que je découvre? C'est que ce qu'on appelle les LES, les logements évolutifs sociaux qu'on a en Martinique, ne sont pas pris en compte dans le taux. Ça nous permettrait de gagner 1 ou 2, 3 points et d'être moins pénalisés. Mais voilà un sujet sur lequel il faut qu'on fasse évoluer l'État. Expliquez aux téléspectateurs pourquoi vous êtes pénalisés en fonction des logements sociaux. Alors, il y a un objectif à atteindre qui a été relevé d'ailleurs à 25%. Sur le parc de logement de la commune, il faut atteindre un objectif. 25% du parc doivent être constitués par des logements sociaux. Bon. Ramener à chez nous, c'est compliqué. Il n'y a pas que Sainte-Luce. C'est pas aussi simple que ça. Si vous n'atteignez pas ce pourcentage, vous êtes pénalisé. C'est-à-dire que l'État prélève directement, sur sa dotation. Je précise tout de suite que la dotation de l'État à la commune de Sainte-Luce, c'est 20% de notre budget. Hein. On pourra revenir au-dessus si vous souhaitez. Contrairement à ce qu'on pense, que certains pensent, c'est pas l'État qui finance. Hein. Ce sont les gens. C'est pour ça que je reviens. Je suis très attaché à la bonne gestion de l'argent des gens. Parce que l'État nous verse 20% de dotation. De l'ensemble de nos budgets de fonctionnement. Mais prélève sur cette dotation la pénalité.
nous sommes à Sainte-Luce, nous avons des logements sociaux, nous n'avons pas de foncier. La commune n'en a pas. Vous venez d'acheter un terrain là, 700 000 Oui, mais c'est pas pour... C'est pas pour mettre des maisons. Non, c'est pas... On a acheté un autre terrain pour mettre des logements sociaux. On en a fait l'acquisition d'un autre terrain. Mais là, ça c'est pour créer du lien. C'est aussi important. Vous savez, si vous mettez des gens dans les logements sociaux, si vous n'avez pas les infrastructures et les activités pour créer du lien, ça devient une catastrophe. Donc il faut créer des logements sociaux, mais dans le même temps, ou parallèlement, pour ne pas paraphraser l'autre, parallèlement, il faut aussi créer des infrastructures, des actions, des activités qui créent du lien. Donc, quand on n'a pas atteint ce taux de 25%, on est pénalisé. On n'a pas de foncier. On n'a pas, comment dire, le foncier coûte cher. On va ouvrir une parenthèse. Tenez, voilà une incohérence. Nous sommes à Sainte-Luce, mais ce n'est pas seulement le cas de Sainte-Luce. Hein. Le foncier a explosé. Le prix du mètre carré a explosé. Quand on a connaissance de la vente d'une parcelle, il faut un minimum pour faire des logements sociaux, malgré tout. Une parcelle qui va faire 2000, 3000, 4000, 5000 mètres carrés ou 1 hectare. L'opérateur social va nous dire, mais monsieur le maire, c'est tellement cher que je ne pourrais pas construire sur un terrain acheté à ce prix-là des logements sociaux. Et l'État a mis en place des politiques qui ont favorisé cette augmentation du coût du foncier. N'est-ce pas? Bon, la défiscalisation, etc. L'État a mis en place, je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord, mais ces politiques qui ont conduit à faire en sorte que, il y a d'autres raisons que celle-là, à faire en sorte que le prix du mètre carré explose, nous amène à avoir la difficulté pour les opérateurs sociaux de faire l'acquisition de terrain à Sainte-Luce pour construire du logement social. Et le même État vient nous dire, vous êtes pénalisés. Voilà la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais revenons sur ce dont je parlais. Évidemment, vous n'envisagez pas de prendre l'argent de la commune pour aider les bailleurs sociaux, enfin les constructeurs sociaux. Prendre l'argent de la commune pour aider les bailleurs sociaux. Oui. Puisqu'ils trouvent le terrain trop cher, vous pourriez les aider. Comme ça, ils pourraient quand même construire des logements sociaux. Les bailleurs sociaux obtiennent des garanties. Ils n'obtiennent que des garanties. Des garanties. Donnez-leur un peu d'argent. Ah bon, d'accord, ok. Ils obtiennent des garanties et les bailleurs sociaux sont suffisamment dotés, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République qui l'a dit, suffisamment dotés pour s'engager. Et je disais que je suis chargé de gérer l'argent des gens. La garantie, c'est déjà un engagement de la commune, de la CTM. Mais s'ils n'achètent pas les terrains, ils n'ont même pas besoin de garantie. Oui, mais vous pensez que le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas tout le temps de faire porter la faute à la commune, d'accord? Parce que la commune ne va pas s'essouffler à courir après une logique qui est une logique économique qui ne favorise pas l'implantation de logements sociaux. Ça ne vous intéresse pas non plus? Ah, mais si, bien sûr. Ça vous intéresse? On a fait l'acquisition de près de 2 hectares, plus de 2 hectares, près de 3 hectares, 2 hectares 8, pour construire des logements sociaux. D'accord. À cause de la pénalité? Non, nous avons payé ces terrains-là au prix du marché. Nous n'avons pas eu je suis content de vous avoir donné l'occasion. Nous n'avons pas eu d'avantage. Je suis content de vous avoir donné l'occasion de le dire. Parce que, dites-moi, demain, vous allez voter pour le drapeau? Non, je suis membre du conseil exécutif, donc je ne vote pas. Vous allez proposer qu'on vote pour le drapeau? Le conseil exécutif propose, oui. Et pour quel drapeau? Vous allez voir demain. C'est le drapeau numéro 2 qui arrive en deuxième position. Il y a tout un débat sur le drapeau 1, le drapeau 2, etc. Au-delà je me positionne au-delà de ce débat. Faut-il ou non un drapeau, etc. Bon, je ne vais pas dire peu importe le drapeau choisi, c'est pas ça. Pas ça du tout. Il faut quand même que ça ait une signification, que ça ait un sens, que ça puisse entraîner les gens, qu'on revient à la question de la cohésion, de la solidarité, de marcher ensemble. Un drapeau, c'est fait pour ça, dans tous les pays du monde. Mais ce dont il est question, c'est encore une fois ce dont il est question ailleurs. On a tendance à faire croire, justement, aux Martiniquais, que ce n'est qu'ici qu'on discute de ça. Peut-être que les autres ont déjà réglé cette question-là, puisque des drapeaux, il y en existe dans pas mal de régions en France.
Oui. Même ici, les Bretons affichent fièrement leur drapeau, même quand ils sont en Martinique. Hein, vous voyez, hein, tout le monde connaît son drapeau. Les Corses, n'en parlons même pas. Donc, quelle difficulté qu'il y a à nous doter, nous, d'un drapeau. Ça, pour moi, bon, je ne vois pas la difficulté. Par contre, le choix fait débat. Mais c'est normal, c'est un choix. Donc forcément, quand il y a choix, il y a débat. D'accord. Donc, vous allez proposer qu'on vote demain. Oui, il y a un vote. L'Assemblée de Martinique, telle que c'est de sa compétence, va choisir un drapeau, va voter. Le drapeau qui avait déjà été choisi, qui avait remporté les élections, si on ose dire, il est éliminé. Non, il n'avait pas été choisi. Ce drapeau-là avait remporté le plus grand nombre de votes de ceux qui ont choisi de participer au vote. C'est un vote électronique d'ailleurs, numérique. Donc c'est ça. Mais c'est l'Assemblée qui choisit. Ok, mais attendez, vous avez fait une élection, un vote pour obtenir un drapeau. Oui. Un drapeau est arrivé en tête. L'Assemblée ne pouvait que oui, mais il se trouve que ce drapeau-là, il y a des difficultés juridiques. Même la personne qui l'a proposé l'a retiré. Bon, mais voilà quoi. Si vous voulez que je vous dise d'autres. Donc on va élire le deuxième. En principe, ça devrait être ça, mais c'est l'Assemblée qui est souveraine. D'accord. Mais dans votre tête, c'est le deuxième qui doit être... Je respecte les pouvoirs de l'Assemblée. Vous respectez les pouvoirs de l'Assemblée. D'accord. Non, c'est gênant pour... il y a l'Assemblée de Martinique, il y a le Conseil exécutif. Le Conseil exécutif soumet, propose, c'est valable pour le budget par exemple, hein, et l'Assemblée vote, décide. Et le Conseil exécute. Le Conseil exécutif exécute. Comme moi, j'ai voté pour le premier drapeau, oui. Le drapeau qui est arrivé en tête. Oui. Aujourd'hui, je ne suis plus représenté. Je veux dire que je n'ai pas dit que j'aurais voté pour le drapeau arrivé en deuxième position. Non, mais je comprends. demandé de revoter. Donc, je ne vois pas pourquoi on va voter alors que moi, je n'ai pas pu exprimer. Et je suis majoritaire, puisque c'est le drapeau que j'avais choisi qui est arrivé en tête. C'est un débat. Donc, il y a un tas de gens qui ne se seront pas exprimés sur ce drapeau. Je comprends que ça fasse débat. Et vous votez quand même. Je ne vote pas. Non, enfin, l'Assemblée va voter quand même. La proposition sera soumise à l'Assemblée telle que prévue dans la procédure, parce qu'il y a un cahier des charges, tel que prévu dans la procédure. La procédure continue. D'accord. Donc, voilà. Vous connaissez M. Lannoy? Oui. D'accord. M. Lannoy dit que la Société martiniquaise des eaux est bénéficiaire de plusieurs millions d'euros, au vu de ce que dit la Cour des comptes, et que quand même, cette SEM ne verse rien aux communes du Sud, dont vous êtes. À l'espace Sud, oui. À l'espace Sud. Ne versait rien. Ne versait. Il verse maintenant? Oui, la question... Parce qu'il y a un procès. Est-ce que vous êtes partie prenante de ce procès? Il y a dans le domaine de l'eau pas mal de clarifications à apporter. Il y a des pratiques, pas seulement en Martinique, je veux dire, hein, il faut toujours éviter de croire que c'est que chez nous. Dans ce business de l'eau, il y a beaucoup d'incohérences et beaucoup de non-transparence. Hein. Bien, ici, la SMS est une filiale d'une grande entreprise française, hein, d'une multinationale. Hein, c'est pas la SME, même si on dit Société martiniquaise des eaux, ça n'a rien de martiniquais. Hein. Donc, la SME gère l'eau pour le compte du SIXM, qui est le syndicat intercommunal des eaux du Sud. Et désormais, étant donné que l'espace Sud, l'intercommunalité a repris la compétence, gère l'eau, c'est le fermier, quoi, pour parler de manière savante. Le fermier, c'est la SME. Il y a des choses, oui, à mettre à plat. Et M. Lannoy, qui est président du Comité citoyen Sud, et moi-même qui suis membre du Comité citoyen Sud, oui, nous disons qu'il faut clarifier cette gestion de l'eau et faire en sorte que l'abonné, le bénéficiaire, la population ne soit pas, n'ait pas le sentiment d'être le dindon de la farce. Donc oui, il faut clarifier, il ne faut jamais cesser de clarifier. Et il y a
C'est dans l'intérêt même de la SME et de ceux qui y travaillent. Il faut clarifier tout ça, mettre tout ça sur la table. Monsieur Lannoy, il est président du comité citoyen Sud, qui est très actif sur ce dossier-là. Et il est important que l'intercommunalité continue à ouvrir les dossiers. Il y a pas mal, notamment le fait qu'il y avait il y a même des pénalités qui ne sont pas versées. Oui, il faut que la SME verse ces pénalités. Oui, tout à fait. Il y a des éléments qui sont dans le contrat qui ne sont pas exécutés et qui entraîneraient des versements de la SME à l'espace sud. Ben oui. Et c'est en cours, mais ça va pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité. Mais oui, c'est une extrême nécessité de le faire. Parce que la gestion de l'eau doit être dans l'intérêt du public. L'eau, c'est quand même un bien public, en quelque part, et qui a été privatisé. Dans notre Martinique, il y a des communes qui géraient l'eau directement. Je pense au Morne-Rouge, juste avant que Cap-Nord reprenne tout ça. C'est un bien public qu'il faut certainement que des spécialistes gèrent, mais il faut que le public ne se désintéresse jamais de la gestion qu'il confie au privé. D'accord. Donc, le public a confié au privé, c'est-à-dire Suez, enfin, comment ça? C'est Suez, mais comment? C'est Veolia. Suez et Veolia. Oui, de toute façon, c'est les deux. C'est la même chose maintenant. Oui, tout à fait. Bon, donc, il y a un contrat. La Lyonnaise des eaux. Entre la SME, oui. Entre la SME oui. et les EPCI, au terme duquel, à la fin de l'exercice d'une année, la SME doit verser une certaine somme aux EPCI. Oui. C'est écrit, c'est signé. Oui. D'accord? Qu'est-ce que dit la SME? Elle dit, je ne peux pas vous verser cet argent parce que je suis en déficit. Ça me coûte, je ne gagne pas d'argent, au contraire, ça me coûte de l'argent. Mais ça, c'est pas la question. Si, c'est la question. Non. Je suis en déficit. D'accord? Qu'est-ce que dit M. Lannoy? M. Lannoy dit, mais il y a un rapport de la Cour régionale des comptes qui dit qu'ils ne sont pas du tout en déficit. Au contraire, ils gagnent de l'argent, plusieurs millions. Et donc, ce sont des escrocs. Parce qu'au lieu de respecter leur signature, ils vous font croire qu'ils sont en déficit alors qu'ils gagnent de l'argent. Et donc, moi, je vais en justice contre ces escrocs. Pourquoi vous ne le faites pas, vous? Pourquoi vous ne me dites pas que M. Lannoy a raison? Vous parlez de l'espace sud? Oui. Bon, quand vous dites, moi, l'espace sud, c'est pas moi. Oui, mais vous-même, là, tout de suite. Au sein de l'espace sud, je plaide exactement pour ce que vous dites. Et vous ne le dites pas là? Là, vous dites qu'il faut déposer sur la table. Mais non. Mais parlez-moi de ce procès. Dites-moi que vous êtes. Non, il n'y a pas de procès encore. Puisque oui, Lannoy fait un procès. Et vous ne vous associez pas à ce procès. Oui, non, mais attendez, il y a plusieurs. Non, mais il faut bien comprendre. Non, mais je ne sais pas pourquoi vous riez, c'est un truc. Non, mais c'est votre manière de. Alors, pour bien comprendre, je ne sais même pas si je vais pouvoir bien vous faire comprendre. Pourquoi je suis si bête que je ne vais pas comprendre? Pas du tout. C'est que moi, dans ma pédagogie, je ne suis pas certain de pouvoir bien vous faire comprendre. Pas du tout. C'est pas. Je me le permettrai pas. Non. Oui. Le comité citoyen Sud a intenté une action. Oui. Le juge a dit, bon, parce qu'il faut avoir intérêt à agir. Bon, l'argument, c'était de dire que le comité citoyen, par rapport à la règle de droit, est trop jeune d'existence pour pouvoir agir. C'est en justice. Voilà, dans ce domaine-là. C'est ça. Maintenant, ça n'interdit pas que l'espace sud puisse le faire. Attends, mais le juge a sollicité l'espace sud, a dit si le comité citoyen, il faut que l'espace sud l'accompagne. Oui. Et l'espace sud ne l'accompagne pas. C'est un vrai débat au sein de l'espace sud, tout à fait. Mais l'espace sud, c'est pas que moi. Hein? Oui, mais vous n'avez pas posé le problème, il faut déposer. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous n'avez pas posé le problème. Vous participez aux réunions de l'espace sud pour savoir qu'on n'a pas posé le problème. Vous n'avez pas dit ça là oui, d'accord. Écoutez, vous avez une société qui est l'espace sud, qui nous a, pendant des années et des années, n'a pas rempli le minimum de sa mission. C'est-à-dire faire en sorte que le réseau d'eau ne tombe pas en ruine comme il est en train de tomber en ruine actuellement là. C'est insupportable ça. Alors, personne ne bouge. Non, c'est pas tout à fait juste ce que vous dites. On va rétablir un peu les choses.
avant l'Espace Sud, il y avait le SIXM, le syndicat. L'Espace Sud a repris, si mes souvenirs sont bons, en 2017. J'espère ne pas me tromper d'année. Je parle de la SEM, j'ai dit l'Espace Sud. Oui, c'est ça, là, en 2017. Oui. Mais la tuyauterie n'a pas commencé à vieillir en 2017, vous êtes bien d'accord? C'est bien avant. Bon, c'est bien avant. Mais la SEM était là bien avant. Non, c'était géré par le SIXM. Oui, mais le privé qui s'en occupait, la société. Mais c'était pas pour le compte de l'Espace Sud, c'était pour le compte du SIXM. Mais bien sûr. Non, c'est pour qu'on soit bien clair. Nous sommes la commune qui avons souvent pointé du doigt les incohérences de la gestion de l'eau par le SIXM et par la SME et par l'Espace Sud reprenant l'activité du SIXM en 2017. Et c'est vrai qu'il y a des tuyauteries qu'il faut reprendre, c'est vrai qu'il y a des installations notamment pour gérer les pénuries, savoir comment on bascule l'eau du côté Atlantique et du côté Caraïbe, etc., etc. Tout ça n'avait pas été fait. C'est vrai qu'il y a des installations qui avaient été financées par le SIXM et jamais mis en service par l'Espace Sud. On a dit tout ça, nous, au Sainte-Luce. On a dit tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi vrai que l'Espace Sud, actuellement, a un programme d'investissement. Par exemple, à Sainte-Luce, il y a un réservoir à reconstruire à Épinay. Il y a tout ça à faire, c'est vrai. Mais il y a quand même des choses qui ont été réalisées. Mais c'est vrai aussi, et là vous avez raison, qu'il ne faut pas hésiter à aller beaucoup plus loin et à placer la SME devant ses responsabilités. Et quand je vous disais tout à l'heure que ce n'était pas le sujet, ce n'était pas pour vous dire que la problématique SME n'est pas un sujet. C'est que le déficit de la SME, ce n'est pas le sujet. Puisque dans le contrat, il est dit que vous devez reverser tant en fonction de que vous soyez déficitaire ou pas, vous devez le faire. Bon voilà. Donc si vous êtes déficitaire, c'est par mauvaise gestion. Donc on ne peut pas faire porter à l'Espace Sud et incidemment à la population la mauvaise gestion d'une multinationale. Puisqu'on nous a dit au départ que si on prenait une multinationale, c'était pour mieux faire. Donc si cette multinationale ne fait pas mieux, c'est qu'il y a un problème. Et je suis d'accord avec ce que vous dites à ce niveau-là. Il faut continuer à fouiller et le Comité citoyen Sud, dont je fais partie, a tout à fait raison de continuer à fouiller et insister sur le sujet. Sinon, ça va passer à l'as. Et là, je reviens à mon positionnement politique qui est citoyenne. Je suis d'un mouvement citoyen parce que je pense précisément que on ne peut pas, le citoyen ne peut pas être qu'individualiste. Il faut qu'il s'intéresse à l'action collective. Il faut qu'il s'intéresse à ce qui le concerne individuellement, qui forcément découle d'une action collective en quelque part. Et le citoyen ne peut pas laisser ses décisions politiques aux seuls politiciens. Je suis de ceux qui plaident pour qu'il y ait une gestion unique de l'eau et je suis aussi de ceux qui plaident pour que cet organisme de gestion unique de l'eau soit co-géré par les citoyens, que soit géré par une organisation commune qui regroupe élus et citoyens. Je suis de ceux qui pensent même qu'il faudrait qu'il y ait un citoyen à la tête de cette organisation-là. Je le pense et je l'ai dit. Bon, je ne me fais pas que des amis en le disant, mais je vais continuer à le dire. D'accord. Ok, il y a de côté les citoyens, de l'autre côté les hommes politiques. Pas du tout. Mais non. Il y a ceux qui sont élus. Je vais vous dire que il y a ceux qui sont élus, qui assurent une fonction politique, et il y a ceux qui ne sont pas élus. Mais on ne peut pas penser que gérer cette affaire, c'est dans le conseil d'administration, il faut qu'il y ait que ceux qui sont élus. D'accord, ok. Il faut qu'il y ait des citoyens qui peuvent demain matin être élus, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'il y ait, il faut qu'on intéresse le citoyen. On n'a pas le choix là maintenant. Il faut que le citoyen. Les choses sont tellement complexes que le politique, il a intérêt à s'associer le citoyen pour pouvoir avoir un avis éclairé. Mais je pense vraiment que pour l'eau, il faut que faut pas que les citoyens découvrent les problématiques de l'eau en recevant la feuille d'impôt la facture. Hein. Il faut aussi qu'ils disent ce qu'ils pensent, qu'ils agissent. Bon,
vous avez raison, hein, les politiques, ce sont des citoyens, hein, c'est pas une caste à part. Hein, hein. En tout cas, moi, je ne me sens pas faisant partie d'une caste à part. Hein. Je suis d'abord un citoyen. Montrez que je vous vois là, oui. que je vous entends là, je crois que vous êtes complètement partisan de l'autosuffisance alimentaire. D'autant plus que vous travaillez à la Chambre d'agriculture. Est-ce que je me trompe? Alors, on va bien définir les termes. Si l'autosuffisance alimentaire, c'est dire aux gens, vous n'allez consommer que ce qui est produit localement, je ne suis pas totalement partisan. D'accord? Si l'autosuffisance alimentaire, c'est l'auto-approvisionnement, je ne suis pas totalement partisan. Par contre, si travailler pour aller vers l'autosuffisance alimentaire, c'est de dire que tout ce que nous pouvons produire localement, faisons-le en relation avec le consommateur. Il ne s'agit pas d'imposer au consommateur de forcément consommer ce qui est produit localement, mais il y a une différence entre autosuffisance, entre autonomie alimentaire, entre souveraineté alimentaire. C'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes termes. Tout ça n'a pas la même signification. Ce pourquoi je travaille notamment à la CTM et précédemment à la Chambre d'agriculture, je continue encore d'ailleurs, c'est de dire que nous avons la possibilité d'améliorer le positionnement, le niveau, comme vous voulez, de la production locale et qu'il n'y a aucune raison pour que nous importions autant de produits que nous pouvons faire localement. Je ne dis pas aux gens qu'il ne faut plus consommer de pommes France ou de raisins. Moi, j'en mange pas, hein, des raisins, etc. Pourquoi? Parce que j'aime pas, c'est tout. Vous l'aimez pas? Non. Je ne sais pas pourquoi je mange des raisins. Pourquoi? C'est bon? Non, mais je ne dis pas que c'est bon, mais moi, je n'en mange pas. Donc, je ne vais pas interdire aux gens de manger, c'est pas ça. J'en mange très peu. Si j'achète une salade de fruits dans la boutique d'à côté, je vais manger, c'est dedans. Mais je ne vais pas en acheter, voilà. Mais, attendez, vous n'allez pas en acheter, c'est pas idéologique, parce que vous n'aimez pas ça. Non, parce que j'aime pas. Bon, c'est ça que je vais vous dire. Tout à fait. Vous avez utilisé un terme très intéressant. Mon positionnement concernant l'agriculture n'est pas idéologique. Voilà. Donc c'est pas une idéologie. Si, quand même. Pour dire aux gens, vous avez dit, il faut tout ce que nous pouvons localement faire, faisons-le. C'est pas idéologique, c'est économique. Oui, mais c'est idéologique aussi. Non, pas du tout. Bon, alors, c'est économique. C'est économique. C'est un principe de réalité économique. C'est un principe de réalité économique. Ok. Vous êtes homme politique depuis combien de temps? Homme politique. Oui. Je ne le suis pas encore. Élu depuis 2014 à Sainte-Luce. 2014. Vous êtes à la CTM depuis combien de temps? Depuis 2021. Ok. Donc 2014, vous êtes un élu. Oui. Et vous travaillez à la Chambre de l'agriculture depuis combien de temps? Depuis 93. D'accord. Ça fait du temps. Il y a longtemps. Hein? Oui, tout à fait. Il y a longtemps. D'accord. Est-ce que vous savez, Monsieur Morose, ce que nous pouvons produire? Oui. Combien de dachines nous pouvons produire? Nous avons fait combien? En tonnes? Oui. On va parler de tubercules en général. Non, hein? Moi, c'est en tonnes. Non, mais attendez. Moi, c'est en tonnes. Je ne vais pas vous parler de la dachine, puisque c'est un produit qu'on n'importe pas beaucoup, hein, sachez-le. On en importe, mais pas beaucoup. Sais. Pas beaucoup. Oui. Donc, pour pouvoir produire plus de dachine, il faut amener la population à en consommer un peu plus. D'accord? Non. Voilà. Non. Expliquez-moi. On n'en importe pas beaucoup de dachine, on en importe, mais très peu. On en importe beaucoup d'igname, par contre, oui. Ok. Donc, est-ce que vous savez combien d'igname il nous faut? Il nous faut à peu près 3000 tonnes. 3000 tonnes. Et en dachine aussi? Non, beaucoup moins. Donc vous dites ça à peu près quoi? Mais oui, mais ça varie d'une année à l'autre. Disons 3000 tonnes en gros. Oui, 3000 tonnes. Oui, on en produit, c'est pas seulement moitié moins, mais on fait à peu près 600 tonnes. 600 tonnes. Je suis complètement ravi par votre réponse. Oui. Franchement, je suis content. Bon, donc 3000 tonnes d'igname, c'est à peu près ce que nous consommons. Oui. Par année? Oui. Ok. 3000 tonnes d'igname, il faut combien de terre pour faire les 3000 tonnes d'igname? Oui, non mais là vous êtes sur une surface, question superficie. Je ne ramène pas, vraiment ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Vraiment, excusez-moi de vous le dire, de ramener cette problématique-là à une question de superficie, c'est pas ça du tout.
C'est pas une question de superficie. C'est une question de... Et c'est volontairement que je ne vais pas me laisser entraîner dans ces affaires de superficie. C'est une question de possibilité de production des agriculteurs. Vous voyez? Si nous donnons aux agriculteurs qui font de l'igname un cadre qui favorise leur production, qui leur permet de vivre de leur production, nous aurons des superficies. Pourquoi vous dites si nous donnons? Parce que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Attendez, depuis le temps que vous êtes aux affaires là, non, vous n'aurez pas donné. vous êtes... Non, mais... Attendez, alors, je vais vous expliquer. Attendez, vous êtes partisan, vous me l'avez dit, oui, de produire tout ce que nous pouvons. Alors, allons-y, je vous explique. Mais non, mais c'est fini. Non, mais... Autrement c'est dit, du totalitarisme. Vous savez combien de tonnes nous avons besoin? 3000 tonnes. Si vous savez combien de tonnes on produit par hectare, vous dites qu'il nous faut tant d'hectares. Oui. Et puis voilà. Non, pas du tout. Ah, c'est pas comme ça. C'est pas et puis voilà. Mais ce n'est pas du tout comme ça. Ah, mais c'est justement à croire que c'est comme ça c'est ça qui fait que nous n'y arrivons pas. Nous ne faisons rien. Je ne dis pas rien. Quand on pense que ce n'est pas comme ça, c'est un alibi pour ne rien faire. Pas du tout. Alors, ça aurait été un alibi si je ne disais pas comment faire. Oui, dites-moi comment faire. Alors, allons-y. Quand vous dites qu'on est aux affaires, vous savez, nous sommes, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, nous sommes un territoire administré par l'Europe, on va dire ça comme ça, par toute la réglementation européenne. D'accord. Oui. Parce que la Martinique est département français. En Europe, depuis 60 ans, il y a ce qu'on appelle la politique agricole commune, la PAC, pour les initiés. La politique agricole commune, c'est la manière pour l'Europe, c'était une des premières politiques communes de l'Europe d'ailleurs, hein, la politique agricole, de développer sa production agricole. Mais la nôtre est européenne, hein, puisque nous sommes administrés par l'Europe. Non, mais laissez-moi finir. C'est pas adapté, il n'y a pas d'adaptation de... Non, c'est pas que ce n'est pas adapté. La discussion jusqu'à maintenant, en attendant que le Congrès demande autre chose, avec l'Europe, c'est l'État membre, c'est l'État français, ok, qui définit à l'intérieur, dans le cadre réglementaire européen, dans le cadre des orientations européennes pour son agriculture, ce qui sera applicable en France comme mesure pour soutenir l'agriculture française. Nous, dans tout ça, excusez-moi d'essayer d'être très, très schématique, dans tout ça, nous avons ce qu'on appelle le POSEI. La politique agricole commune chez nous, c'est notamment, c'est pas seulement le POSEI, c'est-à-dire le programme financé par les fonds européens qui soutient le revenu des agriculteurs. Vous me suivez jusqu'à là? Oui. Le POSEI. À l'origine, ça s'appelait Poséidon, vous avez raison. C'était pour la diversification. Tout ce qui n'est pas... c'était orcane banane. À l'origine, quand ça a été décidé, dans fin des années 80. Bon, maintenant, il y a une orientation que nous avons donnée. Quand je dis nous, c'est notamment les organisations agricoles, l'État, l'Europe, concernant l'usage que nous faisons du soutien à l'agriculture. Et dans cette orientation-là, la priorité jusqu'à maintenant n'a pas été la diversification, n'a pas été l'igname, n'a pas été la dachine. D'accord? Et là où le politique local est responsable, c'est qu'il ne s'est jamais vraiment préoccupé de ça. Il a laissé, oui. Pourquoi vous dites pas là où nous sommes... Pourquoi vous dites l'homme politique? Dites-nous. Je dis le politique, mais je dis je suis un homme politique. Donc dites, pourquoi vous ne dites pas nous? Sauf que maintenant, j'essaie de faire en sorte qu'on s'y intéresse. C'est tout mon travail à la CTM, justement. Mais non, mais attendez, mais je vais vous faire parvenir. Vous n'avez déjà le programme qu'on a voté. Et si l'Assemblée plénière a voté ce programme-là à l'unanimité, c'est que le politique admet qu'il faut qu'il s'intéresse à ça, parce qu'au cœur de ce programme-là, il y a cette problématique. Le politique a laissé le champ aux intérêts privés qui ont défendu leurs intérêts, mais c'est normal. Et les intérêts privés qui se sont défendus, ce n'est pas l'intérêt du petit producteur d'igname. C'est l'intérêt privé soutenu par l'État qui a voulu, comme vous disiez tout à l'heure, faire rentrer de l'argent pour avoir de la main-d'œuvre, etc., soutenir l'exportation de produits traditionnels d'exportation, dont ici la banane. À La Réunion, par exemple, c'est la canne pour le sucre, etc.
pour bien comprendre l'affaire. Donc, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de production d'igname ou d'ananas, c'est pas seulement une question foncière, c'est fondamentalement une question de politique agricole. C'est une question de mesures d'accompagnement public de l'agriculture qui oriente notre production là où elle a voulu l'amener. Bon, maintenant que la France parle de souveraineté, d'autonomie alimentaire, que l'Europe parle de ça et que nous-mêmes aussi nous parlons de ça, on devrait pouvoir progressivement réorienter. Il ne s'agit pas de déshabiller Paul pour habiller Pierre, hein, c'est pas ça du tout. Il s'agira de voir, en mettant dans la transparence tout sur la table, comment faire pour que Pierre soit soutenu et Paul aussi, dans les mêmes conditions. Parce que jusqu'à maintenant, Pierre est soutenu et pas Paul, pas suffisamment. Pour expliquer, pour être concret, et si vous me le permettez, je vais donner des chiffres du POSEI. Ce sont des réalités. Sur à peu près 120 millions d'euros du POSEI pour la Martinique. Hein? Bon, la Martinique, d'ailleurs, c'est l'outre-mer qui reçoit le plus. Enfin bon, bref, il y a des raisons à ça, historiques. Sur les 120 millions, il y a 95 millions pour la banane. Il y a 5 millions pour tout ce qui est diversification, 5 à 6 millions. Vous voyez l'échelle des valeurs mises dans l'orientation agricole. Il y a à peu près 10 millions pour tout ce qui est production animale. Ben, c'est normal que notre agriculture produise principalement de la banane, mais vous ne trouvez pas ça normal? Non. Non? Bien. En tout cas, moi, je vous dis que c'est la conséquence des politiques publiques en place. Maintenant, pour réorienter ça, parce que si la politique publique n'oriente pas l'agriculture, ce n'est pas la peine d'en avoir. Bien. Donc, si vous voulez qu'on produise un peu plus de production pour le marché interne, il faut que ces gens, ces agricultrices et ces agriculteurs qui s'adonnent à cela se sentent soutenus. Et pour qu'ils se sentent soutenus, il faut que leur système de production, leur modèle de production soit reconnu, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, tout le travail, c'est de faire en sorte que nous ayons une politique publique pour l'agriculture qui soit revue, corrigée, refondée. Et dans la refondation nécessaire, il y a à mettre en place des mesures plus adaptées pour la production d'igname et de dachine, et ça va donner un meilleur niveau de production de dachine et d'igname. Et si nous ne faisons pas ça, nous allons parler 500 000 ans de foncier, de ceci, de cela, on ne va jamais y arriver, parce que la politique publique encadre ici, comme partout en Europe, l'orientation de l'agriculture, et je ne vois pas pourquoi, parce que jusqu'à maintenant, personne ne m'a expliqué pourquoi celui qui fait de l'igname, il faut qu'il ait moins que celui qui fait de la banane. Celui qui fait de la banane, il a ce dont il a droit, mais celui qui fait de l'igname, il doit avoir aussi ce dont il a droit. Non? Vous n'êtes pas d'accord, je sais. Mais non, je vous écoute. Quand je vous écoute, vous êtes inquiet. Je vous écoute. Pour vous dire que, effectivement, donc nous avons toujours fait cette culture spéculative qui est la banane, qui est subventionnée. Très bien. Et on dit qu'on plante d'abord les subventions avant de planter de la banane, en réalité. Tellement elle est subventionnée. Ça, ce sont les gens qui ne sont pas dans l'agriculture qui disent ça. Hein. Bon, en tout cas, la banane est très subventionnée. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Vous le reconnaissez. Oui, tout à fait. Bon, donc, ok. Mais on ne peut pas. S'il y a des subventions, c'est parce qu'il y a un besoin en face. Je vous pose une question. Oui. Si vous avez fait un plan de développement pour la Martinique, en disant on a 3000 tonnes, on mange 3000 tonnes d'igname, il faut donc qu'on se débrouille pour produire ces 3000 tonnes. On mange 2000 tonnes de dachine, il faut qu'on produise ces 2000 tonnes de dachine. On mange 3000 tonnes, 4000 tonnes de patates, ou peut-être 1500 tonnes de patates, il faut et que vous avez un plan cohérent, ok? Et que vous étiez allé en Europe, voir les gens du POSEI, ou bien en passant par la France, est-ce que vous pensez que vous auriez réussi ou pas? Moi, je vous dis que si vous l'aviez fait, vous auriez été pris au sérieux. Entièrement vous d'accord. auriez eu... Ah, vous êtes entièrement d'accord. Absolument. Je me tais. Mais vous avez non seulement rédigé la stratégie que nous avons proposée, mais vous l'avez aussi votée, puisque c'est exactement ce qu'il y a dedans. C'est de dire clairement que nous devons... Je l'ai dit, le niveau local, le niveau politique local, c'est malheureusement pas trop intéressé à ça. Ce qui fait que l'intérêt privé a pris le dessus. Et encore une fois,
c'est normal que l'intérêt privé défende. Attendez, franchement, vous avez un boulevard devant vous, c'est vous qui dites à l'État dont la Martinique a besoin, vous êtes le privé, vous descendez. Où est le problème? Maintenant, le public, le pouvoir local, si on demande du pouvoir local, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on fasse valoir les intérêts collectifs de la Martinique. Et là, vous avez totalement raison, et c'est le cœur même de la stratégie que nous proposons. Il y a pas mal de points sur lesquels il va falloir aller discuter, négocier et obtenir des refondations des politiques publiques au niveau de l'État et de l'Europe. Vous avez tout dit là. Vous avez mieux dit que moi parce que vous avez synthétisé de manière merveilleuse. Non, qu'est-ce que vous allez me demander là? Vous êtes trop gentil, je vais méfier. Non, non, mais je l'avoue, vous avez dit ce qu'il faut, c'est exactement ça. Il faut que nous puissions. Mais il ne s'agit pas de prendre l'avion et puis de revenir. Hein. Il s'agit, avant de prendre l'avion, d'argumenter, de documenter, de bâtir un projet, de justifier ce qu'on demande, notamment en termes de résultats attendus. C'est ce que nous sommes en train de faire. Très bien. Et nous avons déjà, vous savez, il y avait... Vous êtes en train de faire ça dans quel cadre? Au niveau de la CTM. Au niveau de la CTM? Oui. Non, à la Chambre, je suis directeur, je ne suis pas président. Non, parce que ça aurait pu être au niveau du Congrès, c'est au niveau de la CTM. Il y a des éléments, il y a les deux. Il y a les éléments du projet pour l'autonomie alimentaire qui a été voté par l'Assemblée, qui demanderont comment dire, une validation par le Congrès, tel que, je vous ai parlé du POSEI. Il y a localiser le pilotage du POSEI. Ça, ça va être pas facile, hein, ça. Hein. Vous savez, c'est pourquoi pilotage? Il y a une réglementation européenne qui permet notamment ce qu'on appelle, bon, je ne veux pas être très technique parce que, bon, après, les gens vont me dire que je... Non, mais il faut bien... Les mots sont les mots. Hein. Ce qu'on appelle la fongibilité, c'est-à-dire dans le langage européen, c'est-à-dire la possibilité pour transférer d'une filière à l'autre, d'une production à l'autre, les fonds non utilisés. D'accord. Nous demandons le pilotage, pas forcément la gestion, je ne vais pas savoir comment on fait le chèque à l'agriculteur, c'est pas ça. C'est le pilotage, c'est-à-dire que le pilotage local, pas par la CTM, mais local, la CTM, plus toutes les organisations agricoles, y compris les représentants locaux de l'État, nous pilotons. Actuellement, ça ne se pilote pas comme ça. Ça se pilote selon les desiderata des intérêts privés les plus organisés. D'accord. Ce qui n'est pas... c'est pas... Ce que vous trouvez logique. Vous n'avez pas arrêté de dire que vous trouvez ça logique, il faut qu'on intègre que c'est logique. Se défendent. Pour ne pas passer notre temps à fustiger un tel et à rester là assis, il faut comprendre que c'est logique. Parce que tant qu'on dit « Ah ouais, t'as attrapé », non, mais il attrapé. Parce que si vous ne allez organiser quoi pour ça, vous allez attraper. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. On est dans un système dont parfois j'ai le sentiment qu'on ne maîtrise pas les codes. Et il faut maîtriser les codes. Parce que le système dans lequel on est, il n'est pas parfait, mais il aurait pu nous permettre de faire beaucoup plus, hein, même s'il faut faire évoluer. Hein, mais pour faire beaucoup plus, maîtrisons les codes. Et là, il y a un code à maîtriser. Si on ne fait pas du lobbying auprès de l'Europe, en passant par l'État, pour modifier la politique agricole, eh bien, on sera toujours dans la situation dans laquelle on est. Et du lobbying, c'est du lobbying. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut qu'on se saisisse de ça. Il faut qu'on fonctionne comme ça. Et là, oui, pardon. Parce que vous travaillez à la Chambre de l'agriculture. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut développer une agro-industrie en Martinique? Il y en a une. À partir des ignames, des datchis, de ce genre de choses? Oui, ça existe. Ça existe. C'est pas une agro-industrie, mais il y a une agro-transformation. C'est à petite quantité pour l'instant, mais ça va grossir. Non, ma question, est-ce qu'on peut considérer que ça puisse se faire de telle façon que nous puissions vraiment exporter ces produits-là? Absolument. Aussi. C'est lié à l'objectif d'augmentation de la production. Parce que si on veut massifier la production, ça veut dire qu'il y aura des cas de surproduction. Il suffit qu'il fasse beau, que le temps soit bien, ça explose. Mais il faut offrir aux agriculteurs un débouché supplémentaire qui ne soit pas uniquement le marché en frais, dans la transformation. Et c'est le travail que fait le pôle agro-ressources de Martinique, le PAM, que je préside au nom de la CTM d'ailleurs, le pôle agro-ressources, qui travaille sur la transformation. Et on voit de plus en plus sur le marché des petits pots de produits locaux.
réalisés par des artisans transformateurs. Mais aujourd'hui, ils sont artisans, mais demain, ils deviendront gros. Mais il y a un problème d'approvisionnement, et tout ça, ça participe au mouvement. Il y a un problème d'approvisionnement. Mais oui, puisque Donc, c'est des petites quantités. Mais attendez, oui, pardon. Ces artisans-là, vous dites, est-ce qu'ils ont des difficultés à s'approvisionner, eux, pour faire leurs produits? Ils n'ont pas de difficulté parce qu'on est sur des petites quantités. Mais pour passer à l'échelle supplémentaire, c'est lié au programme de développement de la production qui, forcément, pour essayer de mieux me faire comprendre, va entraîner des cas de surproduction, la production qui ne trouvera pas son débouché par la vente en frais, parce qu'il y en aura trop pour le marché. Mais pour gérer le marché, et le débouché de l'agro-transformation, c'est un débouché non seulement envisageable, mais envisagé. Bon, mais il n'est pas possible de réfléchir à ça, de prendre là des technocrates, des gens qui peuvent faire des projections, qui disent on a besoin de temps, on aura besoin de temps demain, et puis de faire, vous parlez de programme, oui. je parle de planification, oui. un vrai plan de développement sur 5 ans. Oui. Lorsque les grands pays se développent, ils font des plans de développement. Oui. Donc moi je suis frappé de voir que nous on n'en fait pas. Nous avons mieux qu'un plan, nous avons une stratégie. Ouais, comment vous êtes? Mais non, mais attendez, les stratégies, bien sûr, pas une stratégie à 40 ans. Non. Un plan qui est chiffré et connoté dans le temps aussi. Oui. C'est-à-dire que je produis tant, ça va me coûter tant, je vais le vendre tant, ça va me rapporter tant. Oui. C'est un truc sérieux. La différence avec le stratégie, c'est plus. Non, j'ai pas dit schéma, j'ai dit stratégie. C'est pire. Non, pas du tout. Il y a le schéma, le plan et la stratégie. Parce que ce que rajoute la stratégie au plan, c'est la manière de procéder. D'accord, mais enfin, il y a un plan. Voilà. Il y a un plan qui est porté par une stratégie. D'accord. Donc, mais dans votre stratégie, il y a un plan. Est-ce que le c'est là où j'aime les mots. Non, j'aime pas les mots. Simplement, non, parce que faire un plan, on revient sur l'exemple que vous preniez tout à l'heure. On a besoin de 1000 tonnes d'igname. On fait un plan pour 1000 tonnes d'igname. Donc 1000 tonnes, on dit que l'igname c'est 20 tonnes l'hectare, ça nous donne le nombre d'hectares. Et on met de l'igname dans le sud plutôt que dans le nord, tel endroit plutôt que dans tel autre, etc. Oui, mais qui m'aura fait interdit Bougla qui dans le nord là, fait Yamli. Mais rien du tout. Attendez, je lui dis de ne pas faire de l'igname, de faire plutôt des dachines, et il gagnera sa vie aussi bien. Il s'en foutra complètement s'il gagne sa vie. Alors, et c'est là où la stratégie rajoute quelque chose au plan. Dans la stratégie, pour que ça fonctionne, il faut de la péréquation. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que celui qui produit dans le nord se dise, mais finalement, je gagne moins que celui qui produit dans le sud, je suis le dénon de la farce. Non. Donc, et c'est la différence entre le plan et la stratégie, c'est que dans la stratégie, il y a des objectifs de production, mais il y a des manières de procéder. Par exemple, on parlait du POSEI, on parlait de le fait d'aller négocier. Ça, c'est stratégiquement, il faut savoir comment on y va. Dans un plan, il y aura, il faut produire tant d'igname. Mais pour y arriver, il faut définir une stratégie. Comment on discute avec l'État pour arriver à modifier la politique agricole? Comment on convainc l'Europe? Et ça, c'est une stratégie. On va trouver ça facilement. On va trouver ça facilement. Vous avez 30 secondes pour conclure, parce que j'entends que mon réalisateur me dit que l'émission est terminée. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à vous, Monsieur Larouche. J'aime bien discuter avec vous comme ça. Moi aussi, c'est intéressant. En oubliant la caméra. On n'est pas dans un... et merci pour cet échange. J'espère que ça m'a permis de préciser un peu certaines choses et que la prochaine fois, nous pouvons discuter mieux encore et que nous viendrons pas seulement discuter, mais avec je pourrais vous apporter des éléments concrets sur ce que vous souhaitez. Nous étions à 1000, nous sommes passés à 6000. Et avec la stratégie que nous avons définie pour y arriver. Merci encore. Donc, vous avez fait une promesse là, de donner des choses pratiques la prochaine fois. La stratégie est très pratique déjà. On n'a pas eu le temps de rentrer dans les détails. Vous allez rentrer dans les détails. Mais si vous m'invitez, venez. Je viens. La stratégie, c'est des éléments très concrets. Savoir comment on fait. C'est pas dire qu'il faut installer les gens. Ok. Non, mais je vous entends. Mais comment on fait pour les installer en tenant compte de l'ensemble des contraintes, des difficultés et des opportunités aussi. Donc ça m'intéresse même en tant que citoyen, je peux vous appeler pour qu'on en parle, pas seulement en tant que journaliste, je veux dire en tant que citoyen, ça m'interpelle de savoir comment on peut sortir de la situation où nous sommes. Parce que vous le disiez au début de votre interview, les impôts, c'est l'impôt des gens. Oui. Okay? Oui. Et lorsque vous allez à Paris, sur les marchés,
et que vous êtes à côté d'une petite vieille française et que vous dites, bon, on est quand même un petit peu subventionné en Martinique. Et c'est avec les impôts de cette petite vieille française-là. Mais la petite vieille française est aussi subventionnée. Je disais que les subventions, notamment pour l'agriculture, viennent de la politique agricole commune. Non, c'est sa retraite. C'est une petite vieille qui est à la retraite et qui achète sur le marché. Oui. Et une partie de ses impôts, eh bien, ça vient en Martinique pour nous aider. Mais une partie de nos impôts va en France également. Attendez, nos petites vieilles filles payent autant d'impôts que la petite vieille qui est en France. Hein. Nous sommes plus supportés par la France que nous supportons la France. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Nous allons repartir pour une heure de débat, là. Parce que, je vous dis, il faut finir. Sincèrement, on est obligé de finir l'émission. Nous ne sommes pas plus supportés, nous avons... ce que nous, non mais attendez, ce que nous recevons, oui. C'est ce auquel nous avons droit. Je ne dis pas il a souvent fallu se battre pour avoir ce dont on a droit. Je ne dis pas qu'on n'y a pas droit. Ce que je veux dire, c'est que les transferts sociaux se font plutôt dans le sens France-Martinique que Martinique-France. D'accord? Si vous êtes d'accord, tant mieux. Et donc, de ce point de vue-là, il faut que nous arrivions à être autosuffisants le plus possible à tous les niveaux. C'est un vrai combat. Parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura un gouvernement qui va se mettre en France au pouvoir et qui va se dire, bon, est-ce qu'on continue avec les Martiniquais comme on est aujourd'hui? Oui, mais s'il se pose la question pour les Martiniquais, il faut qu'il se pose la question pour le Marseillais, etc. Non, moi je ne suis pas du tout sur cette position-là. Moi je crois que... Je vous assure que... Oui, mais c'est pour tout le monde. Mais pour toutes les régions ultra-périphériques. Il faut savoir ce qu'on veut. Ils vont se poser la question... vous savez, vous plaisantez. Vous savez bien que pour un tas de Français, nous sommes des régions ultra-périphériques. Ben oui. Nous ne sommes pas comme Marseille. Oui. Nous ne sommes pas comme Lyon. Eh ben, c'est pour ça qu'il y a un congrès. C'est pour faire en sorte que cette perception que le Français a de nous et que nous-mêmes nous avons de notre réalité puisse correspondre à quelque chose. D'accord. Bon, je n'ai pas bien compris, c'est pas grave. Ouais, vous avez... puisse correspondre à la réglementation qui nous gouverne. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci, c'est moi. Très content d'avoir conversé avec vous pendant plus d'une heure. Merci beaucoup de votre confiance. Merci de votre fidélité. Merci. Bon, je ne coupe pas, ça ne fait rien. Merci Jordan pour votre réalisation. À bientôt, au revoir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.